Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au Château d'Olonne, un territoire rural désormais intégré à la grande ville des Sables d'Olonne. Le Château d'Olonne présente déjà toutes les caractéristiques de notre bocage. Étonnamment, voyons ici des bois, des forêts, des haies, des vallons, bref, toutes les particularités qui font toute la richesse de ce petit bout de terre. Derrière sa barrière d'arbres, le site du Fenestro est un haut lieu patrimonial. Architecture, paysage, jardin, ici le triptyque est bien réuni. Alors partons vite rencontrer Alain, un amoureux de l'arbre. Bienvenue au jardin. Merci d'avoir accepté de venir nous rejoindre ici au Fenestro. On est dans un endroit que moi je trouve incroyable parce qu'on est aux portes des Sables d'Olonne. On oublie complètement que nous sommes aux portes d'une ville balnéaire. On se trouve ici dans ce bois. Un bois qui est complètement magique avec ce logis. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, Alain, cet espace? Moi, c'est la nature qui est autour et puis surtout l'histoire. Parce que cette histoire, enfin, il y a une âme en fait. Et c'est cette âme, enfin moi je la ressens et je pense que beaucoup de gens la ressentent. On s'en rend pas forcément compte, mais dès qu'on rentre dans un patrimoine qui soit arboré ou qui soit construit, il y a tout de suite une âme, il y a des choses qui se dégagent, il y a une histoire et ça, ça nous fait du bien, quoi. Là, on est vraiment sur un site qui est ancien, un bois qui a été planté il y a longtemps, au Fenestro. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'histoire, comment le paysage s'est organisé ici? Non, j'ai pas vraiment d'idée. Je pense qu'il y a aussi un peu comme autrefois beaucoup de choses qui ont poussé un peu naturellement. Ouais. Il y a eu des choses rapportées, mais on est parti de l'existant. Et parce qu'on le voit en fait dans les espèces et la façon dont c'est structuré. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui naturellement sont arrivées toutes seules en fait, quoi. Et certainement un espace qui s'est dessiné au même moment que ce bâtiment derrière. Sûrement, parce que avant tous les logis avaient et leur jardin et leur parc pour les balades et tout ça. Donc sûrement que ça s'est développé et il y a eu des plantations de fêtes en même temps, ouais, sûrement. Ouais. Quel arbre on peut retrouver ici au Fenestro, Alain? Les arbres qu'on retrouve. Alors, quand on est auprès du bâti, on a des arbres qui ne sont pas des arbres naturels, qui sont plutôt des arbres d'ornement, comme les magnolias, des marronniers, enfin ce genre de choses, et puis après des arbustes bien sûr. Et puis dès qu'on est dans le bois, principalement ça va être du chêne, le chêne pédonculé, qui couvre tout le bocage et toute la région. Avant on avait des ormes aussi, mais avec la maladie il y en a forcément beaucoup moins, voire plus. Maintenant ils sont plutôt en arbuste, on en voit un, c'est un arbuste, les ormes avant étaient des vrais arbres. Les frênes sont très présents, surtout quand on se rapproche des parties un peu plus basses où il y a un peu plus d'eau, quoi. Donc ça, c'est vraiment des variétés en termes de hougets qui sont présentes principalement ici, quoi. On va retrouver beaucoup dans le Bas-Poitou, notre bocage et autres. Oui. C'est intéressant quand on vous entend parler, Alain, c'est qu'on sent bien qu'autour du bâti, donc autour du logis, on a ce qu'on pourrait qualifier un jardin d'agrément, en fait, avec des fleurs et autres. Et après, toutes les parties autour, on est vraiment sur un bois, un espace utilitaire qui servait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a la partie vraiment agrément, d'ornement, qui aujourd'hui, avant, mettait en valeur le bâti, et qui aujourd'hui aussi commence à retrouver ça, le végétal met en valeur le bâti, et ça c'est important. Et puis après, dès qu'on s'écarte un peu, on a ce milieu naturel qui était nourricier en fait, parce qu'il servait pour la construction, pour le chauffage, enfin c'était voilà. Et donc se régénérait naturellement, et on savait prendre soin en fait de cet espace-là. Alors, vous acceptez de faire quelques pas avec nous dans ce bois et nous parler justement du végétal? Allons-y. Nous y allons. Là, vous êtes sûr que vous allez avoir des oiseaux et des insectes qui vont venir se mettre à l'abri. Voilà, ici, là, par exemple, on voit bien, là, ici, sur celui-ci, il est collé là, à l'arbre. Et donc, ne serait-ce que des petits insectes entre les petites tiges du lierre à l'intérieur, derrière les feuilles et tout ça, c'est des abris formidables, ça. Vous, Alain, aujourd'hui, en tant que professionnel, vous sentez qu'il y a des gens qui commencent à introduire le lierre dans leur jardin ou ça reste toujours tabou, cette question du lierre? L'introduire, non. Par contre, ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est quand ils ont un tapis de lierre au sol, il fait bien de le garder. Parce que souvent, naturellement, le lierre, il va arriver. Et on se dit toujours, le lierre, mais ça se gère assez facilement. On fait une intervention de temps en temps et ça peut se gérer. Et puis, quand on ne veut pas qu'il y ait éventuellement d'autres plantes qui poussent, parce qu'on a toujours cette
un peu phobie des mauvaises herbes, hein, entre parenthèses bien sûr. Et donc à partir du moment où vous avez le lierre qui pousse, vous avez pratiquement plus rien qui va pousser. Donc on peut avoir un joli tapis vert sous les arbustes, sous les haies, qui peut être très sympathique. Voilà. Et encore une fois, cet adage qui dit la nature horreur de vide, à partir du moment où elle est occupée par du lierre ou par une autre plante. Voilà, moi je dis toujours à mes clients, si on met des lavandes les unes à côté des autres, vous n'avez jamais d'herbe qui pousse au travers d'une lavande. Vous les mettez touche à touche, vous allez avoir un tapis de lavande et vous n'aurez pas aucun entretien. Juste tailler un peu de temps en temps et puis c'est tout. Et c'est absolument magnifique. Oui, c'est ça. Oui. Alain, question essentielle quand même, parce que vous parlez de vos clients, vous parlez de on. Qui est Alain Martineau? Ah, vaste question. Vaste question. Oui, moi je suis je suis originaire du coin d'un côté et puis mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai toujours travaillé en fait dans le milieu de la terre, en passant par. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose de très très important. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise de paysage à la Motte-à-Cher. Et voilà, et on fait principalement de la création et surtout sur le côté naturel, on essaye de créer, d'avoir autant de création qu'on peut en avoir sur un côté très minéral, mais avec du végétal. Le gros avantage du végétal, c'est que tous les jours, votre jardin il change. Et tous les jours, vous avez des fleurs qui vont éclore, qui vont faner, d'autres qui vont pousser. Voilà. Là, on va arriver dans une période où on va avoir des magnifiques feuillages. Donc ça va être très joli. Bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment essentiel pour le jardin. C'est-à-dire qu'on peut, les gens qui vont peut-être que le week-end dans le jardin, mais d'un week-end sur l'autre, vous n'aurez pas la même chose. Et c'est ça qui est beau avec le végétal, en fait. C'est cette évolution permanente. Mais c'est que ce n'est pas figé, le jardin évolue toujours. Et puis savoir ressentir ce bien-être que l'on a dans le jardin auprès du végétal, à observer l'évolution et à ressentir comment ça peut être une détente, en fait. Alain, là, on vient de tourner dans le bois. Oui. Toute autre atmosphère. Oui. Avec la fougère, on a des arbustes. Alors, qu'est-ce qui se dessine devant nous? En fait, là, on est vraiment dans le bois naturel. En fait, on voit bien les essences. Donc, on a des fougères, la strate herbacée et la petite strasse vivace au sol. Et puis après, on a de l'arbuste. On a de la strate moyenne avec les charmes. Puis là, on a les châtaigniers, et puis les chênes qui dominent au-dessus. Mais toutes ces plantes-là vivent les unes par rapport aux autres, en fait. Et c'est ce côté intéressant de la forêt. C'est-à-dire que si vous mettez un arbre tout seul au milieu de rien, déjà lui, un peu comme nous, il va se sentir isolé, et puis la solitude va vite le prendre, et il ne va pas bien pousser. Et donc toutes ces plantes sont en contact entre elles et poussent entre elles. Voilà, mais ça, c'est intéressant de voir, on le voit bien là, ici, les différentes strates et les différentes hauteurs qu'il peut y avoir dans la forêt. L'espace ici, effectivement, est très intéressant. Et donc, justement, avec toutes ces petites herbes basses et le lierre qui est toujours la ici. fragonnette, on a de la fragonnette typiquement de chez nous, ça aussi. Exactement, la fragonnette qui est juste ici. On peut trop le dire. Et qu'est-ce qui se passe dans le sol, alors? Qu'est-ce qui se passe dans le sol ici, Alain? Ça fait... Je crois que ça fait pas beaucoup plus de 30-40 ans qu'on commence à bien connaître le sol, à l'étudier. Il y a des gens qui ont sorti des magnifiques études là-dessus. Donc il faut bien comprendre que le sol, 80% de la vie du sol, elle est sur les 30 premiers centimètres. 80% de la vie du sol est là. Et en fait, la vie du sol, c'est une fourmilière, c'est rien à côté, quoi. C'est-à-dire que là, entre les vers de terre que l'on connaît tous, mais après, tous les petits insectes qu'on peut avoir de différentes sortes, aller jusqu'aux plus petits êtres vivants qui vont être les bactéries, et qui sont par milliards, dans presque rien. Tout ce monde-là vit ensemble. Alors, vit ensemble aussi les uns par rapport aux autres, on est bien d'accord, mais c'est tout ce qui va faire vivre le sol, l'oxygéner, transformer la matière organique en minéral pour qu'elle soit absorbée par les arbres. Et ça, c'est un fonctionnement très important. Donc, ce qui est intéressant à voir, et ce qu'il faut toujours observer, c'est quand vous avez un arbre qui est très beau, qui pousse bien, qui est magnifique, vous pouvez dire que, un peu comme nous, si on mange bien, qu'on se sent bien, on est dans un endroit qui nous plaît, on est en bonne santé. Et l'arbre, c'est pareil. Si dans le sol, ça lui convient, mais il va bien pousser. Et voilà. La forêt, c'est vraiment l'espace qui vit toute seule, en fait. Qui se régénère toute seule depuis des millénaires et des centaines de milliers d'années. Et donc, c'est quand même fabuleux de penser que il n'y a que la forêt qui fait ça, en fait. De pouvoir se régénérer toute seule, de pousser, de mourir. Quand l'arbre va mourir, il va, lui, pareil, avoir des insectes, plein d'animaux qui vont venir se nourrir. La décomposition va se faire, et puis après, ça va renourrir le sol qui va pouvoir venir alimenter des nouveaux arbres ou de la nouvelle flore. Mais c'est vraiment un cycle naturel qui est très complexe. Bien sûr. Mais qui naturellement fonctionne très bien, quoi. Alors, par exemple, pour une collectivité qui est propriétaire d'une forêt, comment
on gère, on entretient cette forêt? On la regarde faire? C'est presque ça en fait. Moi je trouve que c'est beau de regarder la forêt faire. Après, est-ce qu'il faut juste veiller quand on a des arbres? Si on a, comme on est ici, dans un endroit très naturel, si on a des arbres avec des branches mortes, c'est juste une question de sécurité. On coupe pas l'arbre. Mais on coupe pas l'arbre, voilà. Parce qu'en fait, il va, lui, derrière ça, générer une biodiversité très importante. Voilà, pour sa décomposition. Donc en fait, il faut laisser l'arbre. Et puis quand on est dans le milieu de la forêt où personne ne va, bah, on laisse comme ça, puis on laisse faire la nature, voilà. Après, on a, nous, de par notre vie, on utilise le bois pour travailler, mais c'est là où il faut faire très attention parce que de ne pas couper n'importe quel arbre, de pouvoir l'utiliser au mieux, que ce soit pour l'énergie. Moi, j'ai un petit peu de mal pour l'énergie avec ça, mais pour l'énergie, quand on utilise des déchets. Et puis le reste pour faire de la construction, voilà. Donc on en a besoin, mais ça doit se régénérer. Il faut faire attention à ce que le cycle soit équilibré. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on coupe un arbre et qu'on en plante deux qu'il faut qu'on soit fier de soi. Bien sûr, ouais. Non mais c'est important de le dire, c'est essentiel. On coupe un arbre centenaire, on en plante deux qui sont comme ça. Oui, mais dans combien de temps ils vont faire le même travail en termes de captation de carbone? Oui, c'est magnifique celui-ci. Quand on parle d'arbre centenaire, voilà. Vous voyez, quand on regarde un arbre comme ça, il y a combien de personnes qui sont passées dessous, il y a combien de générations qui l'ont vu pousser, grandir, enfin voilà, c'est beau quand même. Hein. Mais c'est touchant quand on voit un arbre comme ça. Ouais. Et là, il est magnifique celui-ci. On continue alors? Ouais. Avant de continuer avec Alain, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à apporter de la fraîcheur dans votre jardin. Depuis quelques années, nous sommes fortement impactés par des périodes de forte chaleur ou de canicule et il fait de plus en plus chaud dans nos jardins. Pour contrer cela, nous pouvons apporter de l'ombre artificielle, comme des tonnelles ou des parasols. Mais le meilleur ami pour apporter de l'ombre à votre jardin reste le végétal. Pour cela, vous pouvez installer une pergola en bois, car le bois est un matériau qui ne chauffe pas, avec un toit ajouré pour y mettre des plantes grimpantes, comme des passiflores, des jasmins étoilés ou encore de la vigne vierge, qui apportera de la fraîcheur, de l'odeur et de la couleur à votre jardin. Vous pouvez aussi planter des arbres de auger pour profiter de l'ombre de son feuillage. Je vous invite à fortement végétaliser vos jardins pour garder la fraîcheur tout l'été. Alain, nouvel endroit, nouvelle atmosphère. Oui, les châtaigniers. Là, on est en plein cœur d'une châtaigneraie. Oui, les châtaigneraies, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on a des endroits par chez nous qui s'appellent les châtaigneraies, donc ça, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Et en fait, ici, les perches de châtaigniers, ce qu'on appelle les perches de châtaigniers, c'est toujours beaucoup utilisé. On utilise beaucoup, nous aussi, aujourd'hui dans l'entreprise, pour faire des piquets, pour faire des pergolas, pour faire des tuteurs, pour faire... voilà. Et autrefois, ça servait beaucoup en ferme, en fait, c'est pareil, pour faire des piquets de clôture, pour faire des, quand ils étaient plus petits, des manches pour les pelles. Enfin voilà, c'était un bois qui était vraiment travaillé. Tous les 10-15 ans, c'était coupé. Et puis ça regitait par cépé. Et puis après, donc c'était par morceaux dans les châtaigneraies. Et puis régulièrement, tous les ans, il y avait une partie qui était coupée. Voilà. Et c'était le côté naturel. Et c'était du bois qui servait vraiment beaucoup autrefois. Là, est-ce qu'on peut dire que ce châtaignier fait partie de notre patrimoine? Oui, oui. Oui, ça c'est un patrimoine. Enfin, moi j'ai toujours connu ça, mais oui, le châtaignier, c'est vraiment le patrimoine de chez nous. C'est vraiment, il est vraiment ici très présent, quoi. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui il est remis à l'honneur, replanté? Ah oui. Oui, parce que nous en paysage, on l'utilise énormément, que ce soit les ganivelles qu'on voit en bord de mer avec des fils à ça c'est du châtaignier. D'accord. Enfin voilà, donc non, c'est beaucoup utilisé. Là encore, c'est une question de bon sens parce que la matière, elle est là en fait. Ouais. La matière première est là. Et puis c'est un arbre qui tient relativement bien dans le sol. Hein. On parle souvent de la pourriture. Il y en a qui tiennent beaucoup plus que d'autres, mais là, le châtaignier est une plante qui est un arbre qui est assez résistant. Oui. On parle du châtaignier. On a vu déjà de nombreux arbres auparavant. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des inventaires des forêts?
par exemple, là, je veux dire le Fenestro, je ne sais pas si la ville s'est engagée, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de collectivités ou d'organismes qui se lancent dans un inventaire de leur Alors, forêt? il y a l'inventaire complet, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, aujourd'hui, ce qui existe de plus en plus, c'est l'inventaire des arbres remarquables ou des arbres existants dans les villes pour vraiment garder l'existant, le patrimoine arboré existant. Ça, c'est une belle évolution, tout de Ah même. oui, oui, ça c'est une belle évolution. Et puis après, les arbres remarquables, parce que comme celui qu'on a vu tout à l'heure, vous avez des arbres comme ça qui sont vraiment magnifiques et ça fait partie comme un bâti, comme un monument en fait. Hein. Donc c'est important de conserver ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain intégrer les arbres au PLUI? Oui, bien sûr, mais ils sont déjà à certains Déjà, endroits. c'est vrai? Oui, oui. Non, mais vous avez des communes aujourd'hui, ils sont à l'intérieur. Et quand vous construisez, même la Ville des Sables le fait aujourd'hui, hein, quand il y a des parcelles, vous avez l'interdiction de tomber l'arbre qui est présent. Donc la personne qui achète sait, en connaissance de cause, qu'il y a un arbre, il faut qu'il fasse avec. Voilà. Ça, c'est formidable. Oui, ça c'est bien. Et ça, pour vous, c'est pareil, C'est- c'est une sacrée évolution, en fait. Oui. Et pour aller jusqu'au bout, Oui. en fait, on se dit, bon, moi, je vais construire au pied de l'arbre. Enfin, au pied de l'arbre, il y a des racines quand même. Et c'est là où aujourd'hui il faut qu'on avance un peu quand même parce que D'accord, je qui comprends dit ce que un vous voulez arbre dire. dit un périmètre aussi autour qu'il faut protéger. Ou sinon, enfin voilà, on dit bah non, c'est pas constructible parce qu'on va absolument garder l'arbre. Il faut savoir ce que l'on veut, quoi. Non, vraiment, Alain, merci beaucoup pour cet échange. Continuez. Ah oui, mais pas sans souci. Lâchez rien. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé, Merci. toute votre pédagogie, voilà, puis Ouais. votre envie de transmettre qui est Non, c'était un vrai essentielle. plaisir. J'espère qu'on se recroisera au Fenestro ailleurs, mais j'espère Oui, qu'on se recroisera. pas de souci, avec plaisir. Merci beaucoup, Alain. Merci. Au revoir. Propriété de la ville des Sables d'Olonne depuis 2021, ce bois du Fenestro mérite vraiment d'être observé. Chêne vert, cèdre ou encore peuplier, ici, l'arbre est assurément le roi. Ouvert à l'année 7 jours sur 7, le bois du Fenestro est balisé et ponctué de promenades qui forcément raviront vos balades dominicales. Surtout, soyez attentifs à la nature et n'oubliez pas d'observer tous les petits animaux qui vivent ici. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Bienvenue au Jardin.